Salut à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro du podcast Ma Ligue 2. Très joli programme aujourd'hui puisqu'on recevra Cyril Mandouki, le milieu de terrain du Paris FC, pour parler avec lui de la course à la montée. Le Paris FC qui est cinquième après son match nul à Auxerre. Et puis on évoquera aussi la très mauvaise passe du Stade Malherbe de Caen avec Simon qui est rédacteur au site Malherbe Inside. Et puis comme chaque semaine, bien sûr, vous aurez vos traditionnelles rubriques, les faits marquants. Et puis on terminera par le quiz avec moi aujourd'hui Dorian Vemel et Laurent Mazur. Salut messieurs. Salut Alex. Salut Alex. Vous êtes Salut en tout le monde. forme, vous allez bien? Très très bien. Bah ouais, on fait aller. Et allez. Ouais, sans site, si vous voulez en dire un petit mot, Exactement. tenir au courant nos auditeurs. Dorian, je peux y aller ou je te laisse Oui, faire? non, vas-y. Vas-y. Bon, non, le site, tout simplement, est en rade, comme vous l'avez remarqué depuis la nuit de mardi à mercredi dernier. Indépendant de notre volonté, notre hébergeur OVH a connu un grave incendie dans ses locaux de Strasbourg. Déjà, le plus important, c'est qu'il n'y ait pas de victimes humaines. Voilà. Il y a eu donc forcément des serveurs qui ont brûlé. Heureusement, c'est dans le malheur, ma Ligue 2 a conservé l'intégralité de ces données inaccessibles du fait de la déconnexion totale des bâtiments. Donc, OVH est en train de tout faire et travaille ardemment, et on peut que les en remercier et surtout saluer ce travail-là pour remettre les services le plus rapidement possible en ordre. Ça devrait être le cas, allez, on espère lundi 22 mars maximum, même s'ils font tout pour que ce soit fait avant, mais il y a tout un processus dans la remise en ordre de l'électricité, du réseau. Donc voilà, on sera là dès qu'on le pourra, en tout cas sur maligue2.fr. Et du coup, effectivement, pas de site accessible. On fait quand même le maximum sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, pour vous tenir informés des informations majeures et faire le suivi des matchs, évidemment. Et puis, on a lancé la chaîne Twitch, du coup, Alexandre, la chaîne Twitch Ma Ligue 2 officielle. Vous pouvez vous abonner dès maintenant. Samedi dernier, c'était la grande première. On a commenté tous ensemble avec Philippe le multiplex. C'était très sympathique. Merci à tous ceux qui ont participé. On s'est vraiment pas ennuyé pendant 2 heures à faire le live et puis à débriefer les résultats. Donc voilà, je pense que si malheureusement le site est toujours pas accessible pour la 30e journée, on refera ça samedi sur Twitch. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, le message est passé. Vous pouvez continuer quand même de suivre l'actualité de la Ligue 2 sur nos réseaux sociaux. Messieurs, je vous propose de commencer dès maintenant avec vos faits marquants. Dorian, toi, tu voulais nous parler du match un petit peu des extrêmes entre Toulouse et Chambly. Ouais, et puis surtout en haut de tableau, la belle opération de Toulouse qui s'est complètement relancée dans la montée directe. Toulouse qui en avait bien besoin. Match accroché pendant une mi-temps, pendant la première période contre Chambly, puis ensuite ça a plutôt déroulé en seconde période avec cette nette victoire 4-0 et des beaux buts collectifs. Voilà comme on les apprécie depuis le début de saison avec les joueurs clés, Van den Bomen, De Jaegereux, Manu Koné, Amin Adli, enfin voilà, tout ce beau monde qu'on apprécie de voir jouer depuis le début de saison. Le leader sèchement battu 5-1, Grenoble qui se fait égaliser à la 93e minute par Pau, Clermont qui jouait pas, qui jouera le 7 avril son match contre Amiens, Auxerre et Paris qui se neutralisent 0-0 un peu plus tôt. Donc la vraie belle opération du haut de tableau, c'est pour Toulouse. Et puis, à l'inverse, mon autre fait marquant, c'est Chambly qui va vraiment attaquer une dernière ligne droite décisive. Et j'ai hâte de voir Chambly parce que je pense qu'ils sont loin d'être condamnés, même si leur classement est compliqué avec 24 points. Ils ont 4 points de retard sur le barrage ISPO. Mais là, ça y est, après Toulouse, ils ont passé le plus gros du calendrier. Ils ont joué quasiment toutes les équipes du top, du top 8. Et je crois qu'il n'y a que Paris FC lors de la dernière journée, de la 30e journée, qui leur reste. Sinon, ça va être quasiment que soit des équipes un peu de mieux de tableau, soit des équipes de deuxième partie de tableau, donc qui correspondent un peu mieux à Chambly. Ils récupèrent beaucoup de forces vives après cette énorme vague de Covid. On a vu d'ailleurs les grands débuts de Nikola Petkovic, l'attaquant serbe, la recrue phare de l'été dernier, qui s'était fait les ligaments croisés malheureusement en pré-saison. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir cette équipe de Chambly dans le sprint final. Ils sont jamais descendus dans leur histoire, ils ont toujours connu que des montées et des maintiens. Donc c'est une équipe qui est évidemment habituée à lutter en bas de tableau et à garder sa place dans les divisions. Donc Bruno Luzi l'a beaucoup répété en conférence de presse, les 9 derniers matchs qui arrivent, il disait on va retrouver le vrai Chambly. Donc je suis très très curieux de voir ça et je pense qu'il ne faut pas enterrer trop vite Chambly. J'ai bon espoir de voir un sursaut et un réveil de Chambly. Alors voilà, la défaite 4-0 à Toulouse, je pense qu'elle est assez logique. Il y a une classe d'écart entre une équipe comme Toulouse et Chambly dans tous les domaines. Tu prends le budget, tu prends l'effectif, tu prends la spirale, la dynamique. Voilà, il y avait une classe d'écart et on va dire que c'est dommage, mais c'est un match à vite oublier. Mais là, pour les 9 derniers matchs, je suis curieux de voir ce que va donner Chambly.
Toi, Laurent, tu es plutôt confiant pour le maintien de Chambly ou tu te dis que là, quand même, 4 points, 4 points de retard sur Pau et Ça 5 sur sera pas Guingamp, c'est simple. compliqué? Ah, ça va Ça être compliqué. sera pas simple. Ça Je sera dis pas pas que je suis simple. confiant, hein. Je dis que, Ouais, bien sûr. que c'est possible. En tout cas, il faut pas les enterrer trop vite. Voilà. Ça sera pas simple. Après, j'aimerais bien quand même. J'aimerais bien que Chambly se maintienne parce que c'est un club qui est, au-delà d'être sympathique, qui n'a connu que des accessions depuis 30 ans et qui a sa place en Ligue 2, qui se bat avec ses valeurs. Et voilà, j'espère vraiment que ça se maintiendra. Ouais, d'ailleurs, j'ai oublié d'ajouter qu'après la défaite 4-0, ils ont une panne de bus sur une aire d'autoroute. Ils sont Ouais. restés 4 heures en pleine nuit. Ils ont dû être dépannés par un autre bus. Enfin, ils sont rentrés le lendemain, genre à midi, à Chambly. Donc, ils ont une succession de malchance La terrible saison de cette la saison. poisse. Ouais, entre le Covid, les blessures, là, l'extra sportif, ils ont quand même pas mal de malchance. Donc ce serait d'autant plus beau pour eux de réussir à, ne serait-ce qu'accrocher le barrage. Ce serait déjà une première victoire, histoire d'avoir une chance supplémentaire de rester en Ligue 2. Ouais. Laurent, toi, ton fait marquant, c'était Valenciennes et la fin des illusions là, pour la montée. Oui. Est-ce qu'il y en avait encore des illusions du côté de VA? J'en sais rien. Ils venaient de battre Toulouse 1-0. Bon, certes, il y a eu la défaite cuisante face à Metz en Coupe de France avec un scénario qui n'a pas avantagé forcément le VA FC. Mais voilà, après Toulouse, on s'est peut-être dit encore une fois, allez, il y a peut-être un espoir. On va jouer des finales et il en reste 10. Et là, ils se sont bananés sévères, 3-0 à Rodez. Rodez qui va mieux, certes, mais voilà, pour un candidat au top 5, prendre 3-0 à Rodez, c'est tout simplement pas possible. D'autant que Valenciennes est habitué, encore une fois, cette saison, à alterner le bon et le moins bon. Valenciennes a 36 points, 11e. Alors potentiellement 39 avec la victoire sur tapis vert face à Niort, mais à 39 points, tu es à 9 points du top 5. On peut estimer que dans les 9 matchs qui restent, les équipes de tête vont plus laisser énormément de points en route. Donc il faut grappiller un point par match à une équipe d'Auxerre et il y a d'autres équipes devant. Donc il ne faut pas rêver, même si Valenciennes a un calendrier abordable entre guillemets, puisqu'ils vont affronter que des équipes derrière. En tout cas de la deuxième partie de tableau. Et justement, c'est peut-être ce qui réussit moins à Valenciennes en plus. En plus, c'est ce qui réussit moins. En plus, ce sont des équipes qui, dans la dernière ligne droite, vont se battre ardemment. Notamment, bon là, il y a Auxerre, c'est un mauvais exemple ce week-end. Mais après, c'est Chambly, il y aura des Guingamp, il y aura Nancy qui marche très bien, il y aura Pau pour finir en dernière journée. Alors, imaginez si Pau... Non, mais voilà, il faut arrêter de rêver. Il faut penser déjà à la saison prochaine. C'est dommage parce que VA restait sur une 7e place intéressante et prometteuse. Prometteuse. Ouais, je suis bon. L'an passé, et cette année, il y avait des espoirs. On a vu des bons matchs. Malheureusement, trop d'irrégularité. Et aujourd'hui, la fin de saison risque d'être longue du côté du VASC. Longue, oui et non, parce que moi, ce qui me rassure, c'est que tu as toujours Olivier Guégan sur le banc et quand on connaît le caractère, la claque à Rodez, elle va pas passer. Et justement, je pense qu'on va avoir un super Valenciennes contre Auxerre. Et c'est ce qui est frustrant avec cette équipe, c'est que je suis sûr qu'ils vont faire un super match contre Auxerre à Valenciennes samedi. Et typiquement, le match à Chambly la semaine d'après, ils vont être en difficulté. Et en fait, ça a été ça tout au long de la saison. Malheureusement, il y a beaucoup trop d'irrégularités pour viser le top 5. Voilà. Mais voilà, encore une fois, ils vont réussir à gagner encore d'autres matchs, peut-être dès samedi, mais il y a quand même 9 points. Ah oui, non, c'est 9 points à reprendre sur 5e sur Auxerre, sur Paris. C'est mort. Et quand on joue rien, quand on joue entre la 7e et la 12e place, la fin de saison n'est pas palpitante. Même il y a plusieurs enjeux aussi. Du côté de VA, il y a forcément Baptiste Guillaume qui veut continuer de marquer. Il y a Malek Cherki qui revient de blessure, qui va vouloir accumuler du temps de jeu. Ça peut être intéressant dans la perspective de la saison prochaine. Il y a des associations qu'on peut tester. Il y a des jeunes qu'on peut lancer. Diliberto, Piccolo, Boutoutaou, Doucouré en défense vont acquérir de l'expérience. Cabral devant aussi, donc ça peut être intéressant. Maintenant, sur le plan des enjeux, il y en a moins. Peut-être que ça peut être aussi le moyen de lancer Nicolas Kocic à la place de Jérôme Prieur. De toute façon, fin de contrat. Et effectivement, oui, je te comprends, je te rejoins quand tu dis la fin de saison est longue, parce qu'effectivement, Olivier Guégan avait demandé d'être encore en vie dans les deux compétitions à la trêve internationale, donc en Coupe de France et en championnat. Et voilà, il y a eu le match contre Metz et le match contre Rodez, et voilà, tu n'y es plus. Tu sais que le top 5, il faut pas rêver, et la Coupe de France c'est mort. Donc effectivement, pour déjà mentalement pour le groupe, il s'accrochait un peu à ces deux objectifs-là, et c'est fini. Donc oui, il y aura
Là, l'avantage, c'est que, comme je disais, c'est une très très belle équipe d'Auxerre qui arrive samedi. Et après une claque comme ça à Rodez, l'équipe sera mobilisée. Et je suis persuadé qu'ils vont vraiment faire un bon match. Mais oui, après, comme tu le disais très bien, contre les équipes de deuxième partie de tableau où il y aura un peu moins d'enjeux, je pense qu'il y aura un peu moins d'intensité. C'est logique. Merci, messieurs, pour ces faits marquants. Et puis maintenant, on va accueillir notre invité. Et on reçoit maintenant Cyril Mandouki, le milieu de terrain du Paris FC. Merci d'être avec nous, Cyril. Bienvenue dans ce podcast Ma Ligue 2. Merci à vous. Bonjour. Bonjour. Alors, Cyril, le PFC a enchaîné ce samedi à Auxerre un 5e match consécutif sans défaite et a conservé sa 5e place avec 2 points d'avance sur la GIA. Après une période un peu compliquée pour vous, on peut dire que là, la dynamique reste quand même assez positive après ce choc. Oui, bah oui, ça fait pas mal de temps qu'on n'a pas perdu. On reste sur 5 matchs sans défaite, avec 2 nuls et 3 victoires. Donc on avait à cœur dire contre Auxerre, qui ne nous rattrape pas. C'est chose faite, donc on est content. Et comment vous ressortez justement de ce match à la GIA qui aurait pu basculer côté Auxerrois, qui a eu pas mal d'occasions en première période. Vous aussi, vous avez eu des grosses occasions en deuxième. Comment vous ressortez de ce match? Vous dites, bon, on a gardé nos 2 points d'avance, la mission est accomplie. On a limité la casse, en fait. On savait que si on perdait, il passait devant nous, donc on ne voulait pas ça. C'est une belle équipe. Comme vous avez dit, ça aurait pu basculer de leur côté comme du nôtre. C'est un match à l'extérieur. On sait que dans l'esprit de finale, il ne faut pas perdre. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait. Cyril, vous avez surtout trouvé une très belle solidité défensive là, depuis quelques semaines maintenant. Là, c'était votre 1, 2, 3, 4, quatrième match d'affilée sans encaisser. Bon, c'est hyper rassurant, toi qui es milieu de terrain. Voilà, c'est hyper rassurant déjà d'avoir ce bloc défensif dans un premier temps. Et puis devant, bah, souvent vous avez les armes pour aller faire la diff, même s'il a manqué ce petit but à Auxerre. Mais on voit qu'il y a quand même des. De manière qu'on était moins bien, c'est ce qui nous manquait. On prenait trop de buts. On sait qu'en Ligue 2, si on prend le premier but, ça reste compliqué. Donc là, la stat, je ne la connais pas par cœur, mais je sais que quand on marque en premier, bah, c'est logique, on a plus de chances de gagner. Donc là, ça fait pas mal de matchs qu'on ne prend plus de buts. On avait à cœur de reprendre vraiment notre animation défensive. C'est ce qui nous manquait. On prenait trop de buts, trop de vagues. Donc d'abord, on défend bien et après, on voit. On a encore du mal à comprendre comment le Paris FC a pu passer d'un début de saison impressionnant. Après 10 journées, vous étiez leader, on vous voyait déjà vraiment très très haut, à un hiver 3-4 mois vraiment difficile, où on se demandait semaine après semaine, mais c'est pas possible, on va quand même revoir cette équipe-là qui était très très belle en début de saison revenir. Comment ça a pu s'opérer ce passage du très beau au tout rien et maintenant au retour, vous avez mis 3-4 mois, c'est ça, à prendre conscience des manques? Ben, comment? Si j'avais la solution, je serais pas là. Mais effectivement, on a très, 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 très bien commencé. Ouais. Tout le monde nous voyait un peu trop haut, je pense. Après, on a eu un petit coup de moins bien. On sait qu'en Ligue 2, il faut des séries. Ouais. Donc, on a bien commencé avec une belle série de victoires. Et malheureusement, on a eu une mauvaise série. On a essayé de limiter la casse, ça n'arrivait pas. Et personnellement, et même collectivement, on savait que ça allait reprendre. On savait. Après, on ne voulait pas que ce soit trop tard. Là, je pense qu'on a retrouvé un peu le Paris FC, même s'il n'est pas aussi flamboyant qu'en début de saison. Mais on a quand même retrouvé le Paris FC qu'on connaît. Et est-ce qu'inconsciemment, tu penses que dans les rangs, chez tes partenaires, peut-être chez toi aussi, il y a peut-être un relâchement après ce début de saison où on vous voyait déjà très haut, peut-être vous aussi, hein, c'est normal, c'est logique. Est-ce qu'il y a eu un relâchement, un travail peut-être un peu moindre, moins d'intensité mise dans les matchs? Comment est-ce que tu le sens? Non, il n'y a pas eu de relâchement. En tout cas, on ne le voulait pas. Ce n'était pas intentionnel. Après, il ne faut pas oublier qu'on reste quand même des êtres humains. Ça reste un sport collectif. La saison, elle est longue. Elle est spéciale d'ailleurs cette année, sans spectateurs, le Covid. Et il y a plein de petits paramètres qui rentrent que tout le monde ne voit pas. Par exemple, si tu as 3-4 joueurs comme le Covid, s'il y en a un qui est malade, il y a plein de trucs que tout le monde ne voit pas. Donc, on savait qu'on a bien commencé. Après, on a eu un petit coup de moins bien. Donc, forcément, ça met un peu de doute. Dès qu'on fait 2-3 matchs sans victoire, on commence à se dire, est-ce qu'on est cuit? Et puis voilà, on a réussi, le coach, tout le monde, on a réussi à remettre la machine en route. Et justement, tu parlais du coach. Quel était son discours dans ces moments-là? C'est un coach très expérimenté. C'est quoi? Il vous a bougé ou alors il vous a un peu conforté? Il vous dire ça va revenir, les gars. Il faut rester un peu sur la même dynamique. Franchement, les deux. Il a su bien faire parce qu'en fait, ce qu'il faut pour un coach, ce qui est délicat, c'est nous remettre dans le bain, mais quand même
c'est le même groupe qu'il avait en début de saison. Donc, c'est aussi, il avait confiance en nous et il nous l'a dit aussi. Que si ça marchait en début de saison, pourquoi ça ne marcherait pas maintenant? Quand on perd, on a tendance à vouloir tout changer. C'est-à-dire que même dans n'importe quel groupe, quand on perd, on se dit ah, il faut changer ça, il faut changer les joueurs, il faut changer la tactique, il faut changer plein de trucs. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est une histoire d'état physique, de mental. Comme je dis, il y a plein de trucs qui rentrent en compte que tout le monde ne voit pas. Cyril, bon, ce qui est sûr, c'est que cette saison-là, j'imagine que vous prenez beaucoup plus de plaisir collectivement et même individuellement par rapport à la saison dernière. En tout cas, la première partie de saison dernière qui a été très difficile, on a même eu peur à un moment pour le Paris FC. Vous aussi, vous avez un peu joué avec le feu avant de justement, avec l'arrivée de René Girard, de remonter la pente. Donc voilà, toi, j'imagine que sur le plan personnel, c'est beaucoup plus agréable cette saison par rapport à l'année passée. Vous revenez de loin quand même, faut pas l'oublier aussi ça. Ah, bah, c'est sûr que quand on joue à la montée, c'est mieux que de jouer à la descente. Après, l'année dernière, c'est l'inverse. On a très mal commencé. Après, le coach est arrivé, il y a eu des joueurs aussi qui sont arrivés. Comme je l'ai dit, hein, je le pense encore, on se serait maintenu l'année dernière. Je pense, avec la dynamique qu'on avait, je pense qu'on se serait maintenu. Mais c'est sûr qu'on prend beaucoup plus de plaisir à jouer le haut de tableau que l'inverse. On sait que quand on joue l'inverse, on joue avec la famille. Il y a plein d'emplois qui sont menacés. Donc, c'est beaucoup mieux de jouer le tableau. Et en comparaison par rapport à il y a 2 ans, justement, est-ce que tu prends plus de plaisir au sein de cet effectif-là ou c'est différent? Il y a 2 ans, on avait un Paris peut-être plus pragmatique, plus solide défensivement, qui marquait peu. Voilà, c'était sérieux. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a un peu de folie de toutes parts. En fait. C'est différent. Vous avez un footballeur, tant qu'il gagne, il prend du plaisir, en fait. Faut pas se leurrer. Il n'y a aucun même amateur qui va vous dire j'ai pris du plaisir, mais j'ai perdu. Voilà, l'année dernière, je prends l'exemple de l'année dernière. Si même si on avait du beau jeu, si on descendait, tout le monde aurait dit mais c'était une saison nulle. Donc, tant qu'on gagne, tant qu'on est en haut, on prend du plaisir. Donc, c'est différent. C'est différents coachs, différents joueurs. Ouais, c'est sûr. C'est pas... Moi, je m'adapte plutôt bien. Donc, je fais ce qu'on me demande. Il ne faut pas oublier que c'est un sport collectif. Si on veut penser qu'à soi, on fait du tennis ou de la natation. Mais quand c'est un sport collectif, on pense plus collectivement, justement. Il y en a qui aiment bien le plongeon sur le terrain. Ah, mais ça, c'est pas que le Paris FC. Ah non, je parle pas du Paris FC. Hein. Ça, c'est clair. Cyril, vous êtes en course donc, pour les playoffs, pour la Ligue 1. Est-ce que l'expérience d'il y a 2 ans peut, toi, à titre personnel, te servir à tes équipiers qui étaient là? Et en quoi, justement, ça peut vous servir? On se rappelle, il y a 2 ans, vous avez été éliminé lors du playoff 1 face à Lens au tir au but, alors que sur le papier, voilà, vous avez toutes les cartes en main pour passer. Est-ce que, voilà, en quoi ça va vous servir si vous avez la chance d'y être? Quand on l'a déjà vécu, c'est forcément plus simple. On va essayer à aider les plus jeunes et ceux qui n'ont pas vécu. Avec toute proportion gardée, c'est un peu comme l'histoire du PSG Barcelone. Certains joueurs qui étaient là pour la remontada, ils ne veulent pas faire la même chose. C'est pareil pour nous. Certains qui étaient là pour le match contre Lens, moi, je n'ai pas de regrets parce qu'on est quand même allé au penalty. On perd au penalty, donc on a forcément un peu moins de regrets. Mais l'expérience, ça joue. Donc, on va essayer d'aider et de transmettre, leur dire qu'on a confiance. Quoi. Si on est arrivé jusque-là, si on arrive à aller jusqu'au play-off, c'est qu'on est des bons joueurs et qu'il ne faut pas avoir de regrets. En tout cas, Cyril, le calendrier qui vous attend là, c'est du costaud. Ça va vraiment être le révélateur pour vous pour garder cette place dans le top 5. Donc, vous recevez Grenoble, ensuite vous irez à Sochaux, après vous recevrez Troyes, il y aura Rodez et puis ensuite vous recevrez Clermont aussi. Donc voilà, sur les 5 prochains matchs, c'est des concurrents directs. Donc c'est le moment. Au match aller, je sais qu'il y a pas mal de regrets. Il y a eu, voilà, je me souviens le match contre Troyes avec ce but refusé à la toute fin. Clermont, il y avait aussi eu, il y avait des regrets, il y a eu des défaites, mais il y avait des regrets et puis vous étiez vraiment pas loin de ces équipes-là. Et sans oublier Toulouse, on le reçoit un peu après. Donc il y aura Guingamp aussi, qui ne sont pas au haut de tableau, mais qui vont jouer pour pas descendre. Ouais. On a un très beau calendrier, c'est des beaux matchs à jouer. Je ne dis pas qu'on a nos destins entre les mains, parce que forcément, si devant ils ne perdent pas, ce sera compliqué. Mais en tout cas, on sait que ça devra passer par des très gros matchs contre les concurrents directs.
Et comment vous abordez déjà dès le prochain match, on va déjà parler du prochain match, c'est celui qui nous intéresse le plus, mais cette belle équipe de Grenoble, nouveau choc de haut de tableau, après Auxerre, un peu plus en confiance après ce bon match nul à Auxerre? Largement, on sait que bon, ils ont plus de points que Auxerre, mais bon, si on gagne, on se rapproche, on leur met la pression. C'est ce qu'on veut faire. C'est ce qu'on veut faire, de ne pas être très loin. Il reste beaucoup de matchs. Et en même temps, ça passe vite. C'est-à-dire qu'il reste 9 matchs. On sait très bien que si on fait 3-4 matchs, des bons matchs contre les concurrents directs, une fois qu'il reste 5 matchs et qu'on est à 3-4 points, on sait qu'on a le droit de rêver. Ouais. Donc c'est ça. On veut se permettre de rêver, en fait. C'est ça. Et juste, je continue, désolé Alex, Vas-y, de rien. toi qui es au club depuis longtemps, tu vois aussi en termes de développement du Paris FC, il y a, quand il y avait eu Fabien Mercadal qui est arrivé, il y avait le repêchage, Paris avait fait une magnifique saison, s'était maintenu haut la main, avait même un peu touché du doigt ses playoffs. Ensuite, avec Mecha Bazarevic, vous avez disputé les playoffs. Bon, la saison dernière, on va la mettre de côté. Là, vous vous installez comme un vrai prétendant au top 5. Voilà, on sent cette progression et on sent que Paris s'installe comme un candidat année après année pour essayer de monter. Est-ce que c'est ton ressenti aussi? Oui, largement. Quand on a été repêché, c'était un peu à la surprise générale. Donc, le club n'était pas prêt, entre guillemets, à être en Ligue 2 et avoir une équipe de Ligue 2. On a fait une belle saison avec Fabien Mercadal, justement. Et depuis, j'aime bien dire, il n'y a rien à voir. C'est-à-dire qu'ils ont fait en sorte d'avoir un centre. Ouais. C'est-à-dire que pour moi, notre centre, ça fait toute la différence. C'est avec le centre qu'on peut se permettre, entre guillemets, d'attirer des joueurs comme Menez. Vraiment, parce que c'est vraiment un centre, le président et même Pierre aussi, je crois, qu'a aidé, qui a fait en sorte d'avoir un bon truc. Parce que quand tu n'es pas chez toi, c'est compliqué. A choisi. On arrive, le gardien il n'ouvre pas, quand c'est Carrier, il arrive plus tard. Voilà, c'est pas. C'était un peu un fonctionnement encore amateur, quoi. C'est vrai. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Et une fois que tu es chez toi, tu fais ce que tu veux. Même les soins, comme on va en match, les cars, ils ont acheté un car. Moi, quand je suis arrivé au Paris FC, c'est simple, on était à Choisy, donc pas chez soi, on n'avait pas de car. Et voilà, c'était vraiment très amateur. Maintenant, c'est aussi par l'année qu'on a fait. Ouais, Si on serait redescendu, ouais. c'est plus compliqué pour le président de monter un vrai truc. Vu qu'on est resté en Ligue 2, ça l'a aidé, il nous a aidé, donc c'est du gagnant-gagnant. Alors, il manque quand même si cette année, bon, ça ne se remarque pas, notamment avec les huis clos, mais quand même un vrai élan populaire du côté du Paris FC. On l'a vu les années passées avec un stade Charity qui a du mal à se remplir. Qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'il faut faire pour attirer encore plus de monde? Alors, je sais qu'à Bahreïn, apparemment, vous avez pas mal de supporters. Hein, c'est en tout cas ce que le président avait dit, mais ça ne se manifeste pas forcément ici. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous êtes quand même dans une ville très importante. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut gagner. C'est simple. C'est bateau de le dire, hein, mais si on ne gagne pas, on ne vient pas. Vous avez pris l'exemple des barrages. Franchement, on m'a posé la question pendant le confinement. C'est le plus beau match que j'ai joué. C'est sûr. Moi, je n'ai pas joué au très haut niveau. Quand on rentre dans Charletti, bon, les Lensois ont dit, il faut être honnête. Non, il faut être honnête, ils sont venus à 8000. Ou je ne sais pas, à 10 000. C'était ça. Je ne sais plus c'est quoi les chiffres. Mais quand on voit notre tribune à nous remplie aussi, c'était un truc de fou. Et on s'est dit quoi? Mais en fait, ce n'est pas grâce à nous, mais c'est nous qui nous avons donné envie de venir. Oui. L'année dernière, voilà, le Paris FC, il faut dire ce qu'il est, tu n'as pas envie de venir le voir jouer. Tu sais qu'il joue la descente. On est en Ligue 2, donc il n'y a pas forcément du très, très, très beau jeu. J'entends par là, on n'est pas le Barça, quoi. Donc on sait que ça passe par là. Et après, Paris, je ne sais pas si vous connaissez un peu, mais ça reste toujours compliqué. Paris, c'est Paris. Et ça dépend aussi de l'horaire. Le vendredi, ça n'aidait pas. Les enfants, ils sortent de l'école, les parents, t'as pas forcément envie d'aller jouer un match, d'aller voir un match vendredi soir. L'hiver à Charletti, l'hiver à Charletti, c'est rude. Hein. Voilà, c'est ça. Un vendredi soir, encore plus. Ouais. Je pense que là, sans le Covid, il y aurait déjà eu plus de monde que l'année dernière. Le samedi, voilà, il fait beau, 19h, les gens ils seraient venus. Voilà. Mais là, on peut pas. C'est vrai que ça nous manque, mais bon, on n'est pas à plaindre. Franchement, non. Comme j'ai dit, il y a plein de journalistes qui me parlent de c'est compliqué, etc. Oui, mais bon, faut pas le dire parce que franchement, vous avez la chance de faire encore votre métier, vous avez la chance de jouer. Voilà, ce serait indécent de faire des articles ou autres pour dire oui, regardez, on a sans public, c'est nul. Non. On a la chance de vivre de sa passion et de continuer en plus. Donc, on va se taire et profiter.
Bah, écoute Cyril, merci beaucoup. En tout cas, on souhaite que ça dure le plus longtemps possible et que tu vois prochainement un Charletti plein pour les barrages et peut-être la montée en Ligue 1. On l'espère, Peut-être, on te le souhaite. j'espère. En tout cas, J'espère aussi. ça commence dès samedi avec ce choc face à Grenoble. Merci C'est d'avoir été ça. avec nous. À De bientôt. rien. Merci Allez, beaucoup, bon courage à Cyril. vous. Au À revoir. bientôt. Au revoir, Salut. Cyril. Merci Cyril. Et après avoir parlé du Paris FC avec Cyril Mandouki, on va maintenant évoquer l'actualité du Stade Malherbe de Caen avec Simon qui est avec nous, rédacteur au site Malherbe Inside. Salut Simon. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Bah, merci d'être avec nous pour évoquer l'actualité pas forcément très joyeuse du Stade Malherbe de Caen. On imagine que Pas c'est joyeuse du tout, ouais. un peu la déprime là, sur Malherbe Inside en ce moment. Eh ben, une défaite contre Le Havre lundi soir, donc déjà c'est une défaite en plus dans cette saison, et une défaite dans le derby normand, le match à gagner, le derby à domicile. On avait gagné le derby à l'extérieur au match aller, on aurait pu enchaîner avec une deuxième victoire à domicile, ce qui n'était pas arrivé depuis à peu près 30 ans entre les deux clubs. Mais malheureusement, non, on fera une belle à un autre moment. La revanche est gagnée par les Havrais. Bon, Simon, on va tout de suite poser la question qui fâche. Malherbe est 14e avec seulement 6 points d'avance sur Pau qui est barragiste. Est-ce que tu as peur pour le maintien? Il y a quelques semaines, vous m'auriez posé la même question, j'aurais dit non, mais là, oui. En fait, la saison du Stade Malherbe, c'est une lente descente aux enfers. Malherbe qui avait bien commencé la saison, sans gagner des matchs à chaque fois avec des gros scores, mais on était sur le podium justement au moment du match aller contre Le Havre à la mi-novembre. Et puis depuis ce match du Havre, là, j'ai récupéré quelques chiffres. Malherbe, c'est 2 victoires en 18 matchs. Donc c'est le 19e bilan de Ligue 2 sur les 10 ou 11 derniers matchs. Donc voilà, c'est une lente descente aux enfers. À la mi-janvier, on s'est dit le top 5, ce sera plus possible. Entre la mi-janvier et début mars, on s'est dit bon, on va jouer le ventre mou et on va commencer à préparer la saison prochaine, qui sera la première vraie saison pour les nouveaux investisseurs du Stade Malherbe. Et puis là, ben voilà, depuis une semaine, on se dit non, le ventre mou, d'abord assurons le maintien. 6 petits points d'avance sur la zone rouge. Il nous faut encore au moins 2 victoires sur les 8 derniers matchs. Est-ce qu'en analysant un peu de plus près la saison malherbiste, est-ce qu'on ne se dit pas que le début de saison était un peu l'arbre qui cachait la forêt avec, tu l'as répété, des victoires pas toujours très franches, mais des petites victoires, vous marquez peu, vous encaissez pas, plus, ou pas du tout hein, même. Et après, finalement, vous avez commencé à prendre un peu plus de buts, vous n'étiez plus capable de gagner. Est-ce que voilà, finalement, c'était un peu couru d'avance? Il y avait quand même du bon contenu en début de saison et puis on pouvait surtout s'appuyer sur une grosse solidité défensive. On a enchaîné, je ne sais plus, 6 ou 7 clean sheets en 8 ou 9 matchs pour Rémi Rioux, qui est le gardien de but du Stade Malherbe. Et puis après, c'est vrai que Malherbe n'a pas été aidé par les blessures, notamment ce même Rémi Rioux qui a été absent plus de 2 mois. On a aussi eu cette histoire de Garrison Innocent qui a fait un malaise sur la pelouse de Chambly en janvier. Ce qui fait que Malherbe a évolué pendant 2 mois avec Sullivan Péan, qui est de base le 5e gardien du club, qui n'est pas professionnel et qui a été vraiment excellent, qui a fait preuve d'une belle sérénité pendant tous ces matchs titulaires. Mais voilà, en plus des blessures des gardiens, Malherbe n'a jamais aligné la même charnière centrale en défense à l'automne et cet hiver. Pareil avec les blessures des titulaires Jonathan Rivierez, Anthony Weber. Aujourd'hui, c'est le latéral Hugo Van der Merch qui est blessé. Il y a aussi une suspension pour Steve Yago et même une deuxième suspension après les soucis en dehors du match là, dans le vestiaire contre le Paris FC il y a 15 jours. Donc voilà, Malherbe n'arrive jamais à aligner la même défense. Ce qui montre aussi qu'on fait preuve vraiment on est friable vraiment en défense en ce moment. On ne se fait pas ultra dominer dans chaque match, mais il y a toujours ces petits moments, comme par exemple hier contre Le Havre, Steve Yago qui jouait à gauche, qui fait une passe décisive à Bonnet, l'attaquant havrais, qui n'a plus qu'à la mettre au fond ensuite. Il y a des petits moments d'absence comme ça qui nous coûtent cher à chaque match et l'histoire se répète depuis 3-4 mois en fait. Après, ce qui me dérange du côté de Caen, c'est que au lieu d'avoir une progression au fil de l'année, on a clairement une régression. Et là, c'est même plus une régression, c'est une descente aux enfers. On sait que Pascal Duprat arrive en fin de contrat. Donc, on sait que le futur de Malherbe s'écrira sans lui. Ah, c'est certain, oui. Effectivement, on pouvait penser que Caen allait finir tranquillement au milieu de tableau, voilà, que le top 5 était inaccessible. Là, il y a vraiment danger. Moi, pour rejoindre un peu tes chiffres, si on prend que l'année 2021, Caen est 18e avec 8 points seulement en 12 matchs.
Si on avait connu une telle série en début de saison, si on inversait le calendrier, je pense que Pascal Duprat n'aurait pas forcément survécu à cette série-là. Alors, tous les mots ne sont pas à mettre sur l'entraîneur, mais en fait, on le sent vraiment à court de solutions. Voilà, et là, comme on en parlait avant ton arrivée, quand on joue en 3-5-2 depuis quoi? Depuis un mois et demi, 2 mois Depuis maintenant. un mois et demi, et puis ça fait Et quelques matchs qu'on repasse à 4 derrière en ouais. cours de match. C'est Mais vraiment. on sent vraiment un tâtonnement. Enfin, on est à la 29e journée, il n'y a aucune équipe type qui se dégage, aucun système tactique qui a donné satisfaction. Donc ouais, franchement, moi je m'inquiète pour Caen vraiment parce que là, on le disait, le calendrier c'est Châteauroux et Pau. Donc en gros, c'est soit tu gagnes ces 2 matchs et voilà, tu finis ta saison C'est tranquillement. surtout que ce sont deux équipes qui ont l'habitude de Ouais. jouer des matchs décisifs le maintien. Châteauroux et Pau, c'est des équipes contre lesquelles on n'a pas été capable de gagner au match aller. On a fait match nul contre Châteauroux, on est allé perdre à Pau. Et puis le reste des matchs, c'est uniquement des candidats à la montée. On ne joue aucun adversaire C'est ça. qui n'a plus rien à jouer d'ici la fin de saison. Donc c'est compliqué. C'est compliqué ce que j'ai dit. Ouais, 2 victoires sur les 8 derniers matchs nous suffiront, mais il faut aller les chercher, ces 2 victoires. Justement, sur les 18 derniers matchs, on a seulement 2 victoires. Il y a quand même un gros problème dans les discours et j'insiste un peu avec l'entraîneur, mais c'est vrai qu'à son arrivée, je me souviens, après Rue Almeida, c'était, on a parlé Laurent, ah oui, mais le 3-5-2, l'équipe, elle n'est pas faite pour jouer comme ça, le recrutement, il a été fait pour le 3-5-2, mais ça convient pas à mon style de jeu, puis finalement, on voit que cette saison, on y vient au 3-5-2 aussi, et les résultats sont pas meilleurs, enfin, ouais, on sent vraiment qu'il y a un problème dans l'équipe pour trouver à son rendement, quoi. Il y a un problème dans l'équipe, il y a une rupture totale entre Pascal Duprat et les supporters depuis déjà de plusieurs semaines, plusieurs mois. On sent que ça tient encore entre les joueurs et Pascal Duprat. C'est un coach qui aura au moins eu le mérite, avec toutes ses blessures depuis quelques mois, de lancer les jeunes. Oui. J'allais dire le palmarès de Pascal Duprat à Caen, ça va être j'ai lancé des jeunes, mais voilà. Et ça, on lui en sera redevable dans 1 ou 2 ans quand ces joueurs seront bons et partiront pour 4 ou 5 millions, ce qui fera du bien au club. Mais au-delà de ça, on s'ennuie clairement pendant les matchs. Il y a vraiment un déficit technique, que ce soit en défense, en attaque. Il y a un vrai problème dans les surfaces de réparation, en fait, en défense et puis en attaque, on n'arrive pas à mettre dedans. Ouais, parce qu'on en parlait aussi en off avant cette émission-là, mais il a un effectif quand même qui est de qualité quand il est au complet. Il y a un secteur offensif qui est fourni, des Adisseri qui sont pas. Des Adisseri, des Bamou. Des Bamou, même au milieu de terrain, il y a Cour, il y a Deminguet, alors qui a peut-être du mal à confirmer. Onyangé, on parlait avec lui, Van der Merch est quand même très intéressant. Bref, l'effectif est là, mais on a l'impression aujourd'hui, et tu parlais d'une cassure les supporters et Pascal Duprat. Pascal Duprat se cherche beaucoup d'excuses. J'ai l'impression que ce soit au niveau de l'arbitrage. Bon, on a l'habitude de ces sorties. On connaît le personnage. Voilà, on a une petite habitude de ces sorties. C'est d'ailleurs regrettable car ça met souvent Caen dans une position inconfortable. Bref. Mais on sent aussi un énorme tâtonnement tactique, une absence de jeu, et une non-remise en question en fait, de ses propres choix. Et ce qui est frustrant, c'est que Malherbe n'est jamais vraiment largué dans les matchs, que ce soit contre le Havre hier ou que ce soit contre des équipes du top 3, du top 5. Mais c'est vraiment à chaque fois des petites erreurs qui coûtent cher. Hier, contre le Havre, on encaisse un but au bout de 4 minutes de jeu sur un centre à ras de terre d'un Havre. Il n'y avait personne au second poteau. Et ben, tu te retrouves mené au score au bout de 4 minutes de jeu. Tu cours après le score. Et c'est ça sur la plupart des matchs dernièrement. Tu te tires des balles dans le pied tout seul. Et il n'y a plus cette folie dans le jeu à mener au score. Ça doit faire, sur les 2 derniers mois, qu'on a dû mener 1 ou 2 fois au score sur une dizaine de matchs, quoi. Toujours à courir derrière le score. Et Simon, puisqu'on est à parler du dossier Duprat, toi qui connais bien le club, qui a une bonne vision de l'effectif, quel profil tu verrais pour remplacer Pascal Duprat? Parce que Pascal Duprat, il est arrivé dans une situation où il fallait un petit peu remettre l'équipe sur les rails. On sait qu'il est assez bon pour ça. Mais maintenant, on va repartir un petit peu de zéro à Malherbe quand Duprat va partir. Quel profil tu verrais, toi? Idéalement, là, c'est la parole de supporter qui parle. On a un nouveau projet autour de Pierre-Antoine Capton, le patron de médias, qui est d'origine de Caen et qui a racheté le club cet été, qui s'entourait du nouveau président Olivier Piqueux, qui a joué à Caen dans le passé. On essaie vraiment de retrouver une identité normande autour du club. Donc, un coach de la région qui est passé par le Stade Malherbe, où idéalement, beaucoup de supporters aimeraient bien voir l'idole Nicolas Sauve coach dans quelques temps. Ça, c'était
c'était certain. Pour le moment, Nicolas Seb s'occupe un petit peu de l'équipe réserve en National 2. Il sera amené à être coach du Stade Malherbe, j'en suis sûr et certain, mais pas avant encore quelques années. Mais Montagnier est libre. Ancien Canet. Ancien Canet qui connaît la Ligue 2. Bon, je vous garantis pas des énormes matchs, mais... Ouais. J'avoue que je ne connais pas trop le profil de coach de Philippe Montagnier. Mais, Tous les il n'y a pas de match important. Enfin, il n'y a pas de match décisif, c'est que des matchs importants. Enfin, voilà, même quand Non, ça même c'était quand Alain Casanova. C'était Casanova, ça. Ouais, ça se ressemblait un peu. Mais voilà, on aimerait bien avoir déjà un coach qui aime le jeu, qui nous fasse jouer au football, qui nous apporte un petit peu de folie à ce qu'on n'a plus au Stade Malherbe depuis la descente il y a 1 an et demi, quoi. Oui, c'est sûr. Tu parlais de... Vas-y, Laurent, vas-y. Non, j'avais une question par rapport, tu en parlais un peu de Pierre-Antoine Capton, des nouveaux investisseurs. Est-ce qu'on ne s'inquiète pas quand même un peu avec ce qui se passe autour du Covid, avec les droits de TV, du plan de sauvegarde de l'emploi aussi qui est en cours du côté de Malherbe? Forcément, il y aura sûrement un impact sur le sportif, même s'il sera minime peut-être, mais est-ce qu'on ne s'inquiète pas un peu de ça? Pas forcément, non. D'un point de vue d'abord sportif, le président Piqueux et Pierre-Antoine Capton, quand ils sont arrivés, ils n'ont mis aucun objectif de montée pour cette saison. Et d'un côté, c'est tant mieux. C'est un objectif plutôt à long terme, sur 2-3 ans pour retrouver la Ligue 1 et puis ensuite s'y installer durablement. Là où Pierre-Antoine Capton a fait du bien, c'est qu'avec le fonds d'investissement Oaktree américain auquel il s'est associé cet été, ils ont investi plusieurs millions, ils ont injecté 10 ou 11 millions d'euros dans le club l'été dernier, ce qui a permis au club vraiment déjà de se sauver. Il y a eu cette menace de relégation administrative avec la DNCG. Donc là-dessus, on peut être confiant. À plusieurs reprises, Pierre-Antoine Capton, cette saison, a dit dans les médias: si la crise du Covid se prolonge avec cette affaire de droit télé, de téléfoot, il n'y a pas de souci, Oaktree sera là pour remettre de l'argent derrière. Donc la stabilité du club, aucune raison de s'inquiéter là-dessus. Mais pour les transferts, pour le mercato, à voir comment Malherbe peut recruter sans beaucoup d'argent supplémentaire. Il va falloir recruter intelligent cet été. Et j'ai confiance là-dessus en Olivier Piqueux, qui, je pense, est déjà en train d'y penser. Il a fait c'est peut-être ça le côté danger, on s'en rappelle aussi. C'est peut-être ça qui peut vous rendre optimiste, justement, c'est d'avoir Olivier Piqueux avec soi, qui est quand même quelqu'un de très reconnu, notamment dans le domaine des transferts. C'est quand même bien de l'avoir et ça peut être là la vraie année zéro du nouveau projet. Et puis, c'est un président qui impose de la stabilité. À Angers, c'est un président qui a dû connaître 2 coachs en une dizaine d'années. Pascal Duprat était déjà là quand il est arrivé. C'est pas lui qui a ramené Pascal Duprat. Donc, je pense que là, dans les prochaines semaines, Olivier Piqueux va bien travailler pour trouver un coach pour travailler sur le long terme avec le Stade Malherbe. J'ai vu tout à l'heure, c'est l'équipe qui sort le nom de Nicolas Ouzaï, là, qui pourrait venir à Caen. 2 autres clubs, Guingamp et Nancy, qui sont intéressés. C'est typiquement le profil de coach qu'il faudrait au Stade Malherbe. Pas normand, mais coach joueur, par contre. Coach assez jeune et coach joueur, ouais. Eh ben, écoute, Simon, merci d'avoir été avec nous pour évoquer l'actualité de Malherbe. On souhaite quand même que le Stade Malherbe se maintienne en Ligue 2 avec 2 matchs qui vont être capitaux. Face le plus rapidement possible, on l'espère. Attention, après Pau, tu sauras après Pau si tu t'es mis à l'aise dans ce championnat ou si au contraire ça va être la galère jusqu'en fin de saison. Absolument. On rappelle, merci à vous pour votre invitation. On te retrouve sur le site Malherbe Inside pour toute l'actualité du Stade Malherbe. Merci à toi, à bientôt. Merci à vous pour l'invitation, à bientôt. À bientôt. Salut Simon. Et on va maintenant terminer ce podcast avec le traditionnel quiz que vous attendez tous. Le thème aujourd'hui, il est simple et il est unique, c'est le Stade Malherbe de Caen. Et on aura 3 questions de rapidité qui rapporteront chaque fois 1 point. Donc, il faut aller vite. Le premier qui me donne la réponse a le point. J'ai essayé de balayer un petit peu des petites questions, un petit peu d'actu, un petit peu historique. Donc, est-ce que si jamais on fait une première proposition, on ne serait pas bloqué tant que l'autre répond, tu vois, pour éviter. C'est vrai qu'on peut faire ça. Ouais, ça évite de pouvoir dire 5 réponses. De balancer tout le monde. Tu vois, voilà, c'est t'as raison. Allez. Eh bien, faisons ça et commençons tout de suite. Première question. 3 joueurs dans l'histoire ont été sélectionnés en équipe de France pendant qu'ils portaient le maillot du Stade Malherbe de Caen. Donnez-moi-en 1. Costil. Non. Laurent, à toi. Un seul. Non, il y en a 1 sur 3. Ouais, mais il faut en donner qu'un. Il faut pousser quand même. J'en ai même pas un, moi. Là, c'est dur.
Sélectionné, est-ce qu'il a joué ou est-ce qu'il était visé partie d'une sélection, de la sélection? Je pense que les trois ont joué. Les trois ont des sélections en équipe de France, en tout cas. Donc, Les trois ont des sélections en équipe de France, mais... dont au moins une quand ils étaient au Stade Malherbe de Caen. J'en ai vraiment pas en plus, c'est catastrophique. Est-ce que c'est récent ou c'est plutôt C'est pas des mecs des années 60. Hein. C'est plus récent que ça. Je vais vous dire, c'est entre 90 et maintenant. Et maintenant? Ça m'inquiète parce que j'ai absolument aucun nom qui me vient en tête. Non, parce que même des mecs comme Sébastien Mazur étaient très bons, mais ça claquait pas. Voilà, il y avait Trezeguet et Henry, et du coup... il n'était pas très très loin. Hein. Tu poses une colle, toi, t'es vraiment dur. Hein. Laurent, Dental-Angosha. Vincent Planté, non, mais même pas Vincent Planté. Non. Il aurait pu, je sais pas, il aurait pu être dans les 4-5 goals. Donne-nous un poste parce que. Je pense que c'est 3 attaquants. Il y en a un, il faut que je vérifie, mais. Ah, donc il me parle de Trezeguet, tout ça, mais c'est quand même 3 attaquants. Hein. Et il y en a un, je pense qu'il a joué avec Trezeguet et Thierry Henry. Qui joue à Caen. C'est 3 attaquants. Il y a un attaquant de Caen 2008 qui joue à Caen et qui est sélectionné en équipe de France. Il a une sélection. Oui, Savidan. Steve Savidan. Bien joué, Laurent. Bien joué. Steve Savidan qui avait failli marquer un retourné acrobatique. Un match amical au stade de Exactement. Malheureusement, après, il doit signer à Monaco et il a son problème cardiaque. Exactement. Donc, Steve Savidan en 2008. Il y a Xavier Gravelaine. 3 sélections avec Caen. 92-93, 3 fois. Et Fabrice Divert en 90. Alors là, celui-là, j'aurais pas pu te le donner. Mais oui, Gravelaine, bah oui, évidemment. Fabrice Divert qui avait la particularité d'être bon qu'entre novembre et février, bien sûr. Ouais, c'est sûr. Il était. Vas-y, Dorian, je sens que tu as une bonne vanne. Non, il était spécialiste des faits divers. Voilà, très bon, très très bon. Messieurs, question un petit peu plus proche dans la ligne du temps. Deuxième question de rapidité. Donc, Laurent, si tu réponds bien, tu as gagné ce quiz. Avant Pascal Duprat et Rui Almeida, qui était l'entraîneur de Caen? Mercadal et Courbis. Ouais. Tout à fait. Fabien Allez, Mercadal. je remballe. Allez, salut. Bravo. Ciao. Très fort. Oh, putain, je suis mauvais. Il n'a pas laissé de chance aux autres. Je vous fais comme la troisième question. Comme quoi, mon absence de la semaine dernière, c'était pour me reposer, en fait. Ah là là. J'en ai profité. Fais quand même la troisième parce que je vous fais la troisième. J'ai pas envie de finir Fanny. Donc pour le je plaisir. vais quand même marquer un point. Quel joueur canet est le plus entré en jeu cette saison avec la bagatelle de 21 entrées en jeu? Van der Merch. Non. Zadisseri? Non. 21 fois il est entré. Vas-y, Laurent. Demaguet? Non. Dorian? Putain, c'est dur. Ça aurait été un beau duel final. BKBK? Non. Laurent? 21 fois. 21 fois il y a un mec qui rentre tout le temps en jeu. Oh, JCP? Non. Merde. C'est pas vrai ça. Ensona? Non. Je cherche un gars qui est tout le temps remplacé. Un jour, on va faire tout, hein, quand même. Hein. Allez, je vous le donne si vous voulez. Ouais, c'est Benjamin Janot. Benjamin Janot, bien sûr. Allez, il est content comme s'il avait gagné le coup. Il est content, il a un petit point. Hein, mais c'est bon, j'ai relâché. Non, mais je ne pas à zéro, c'est important pour le mental. On sait pour les prochains quiz, tu sais, ça permet de se dire. Bravo, Dorian. J'ai l'impression que tu fais passer un message là. Mentalement, c'est fort ce que tu fais. Ouais, j'abdique pas, je lâche rien. Ouais. Bon, bravo messieurs, félicitations Laurent, parce que c'est quand même toi qui as gagné, il ne faudrait pas l'oublier. Merci à vous, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés pour ce podcast. Et puis de notre côté, on vous tient au courant bien sûr sur le retour du site Ma Ligue 2, mais d'ici là, toute l'actu est à suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et donc Twitch, comme Dorian vous l'a dit, avec le lancement de la chaîne Twitch de Ma Ligue 2. D'ici là, on reste connecté et puis on se dit à très vite et à la semaine prochaine pour le prochain podcast. Salut à tous. Merci Alex. Ciao. Salut. Ciao.